Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Viva Culture, l'émission du 29 avril. Aujourd'hui, vous retrouvez vos chroniques préférées, la rubrique des spectateurs de Christine, les lieux-dits d'Annie et 10 minutes chroniques de Catherine. Avant cela, je voudrais signaler un manifeste qui est paru dans Le Monde du 24 avril. Il est signé de Marie-Josée Malice, présidente du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, le Syndéac, Robin Renucci, le président de l'association des centres dramatiques nationaux, Jean-Paul Angot, président de l'association des scènes nationales, et Christian Sébille, président de l'association des centres nationaux de création musicale. Alors ce texte s'adresse à Monsieur le Président de la République, carrément, car ils se plaignent tous d'une politique culturelle bien en deçà de leurs attentes et des exigences du terrain. En effet, ils rappellent qu'en juillet 17, ils avaient écrit déjà pour demander un acte 2 de la décentralisation culturelle et il aurait fallu maintenant inventer autre chose. En particulier, selon eux, il faudrait renforcer l'implantation des équipes artistiques et des lieux d'art partout sur le territoire. Or, que regrettent-ils ? Ils regrettent de voir évidemment une volonté budgétaire bien en deçà des enjeux. Ils regrettent également que tout parte de Paris. Paris, Paris, Paris. Ça a l'air d'être le maître mot de la politique culturelle mise en place avec ce slogan « Culture près de chez vous » par la ministre de la Culture. Alors, Paris, 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 c'est bien gentil, mais ils auraient préféré, bien sûr, que l'on renforce les moyens des lieux culturels existants, leur permettre d'augmenter leurs actions, de créer avec la jeunesse artistique, avec la population, de nouveaux élans et de nouvelles alliances. En particulier, ils plaident pour une organisation de cette politique entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, afin que cela se passe dans les territoires. Alors ils regrettent la difficulté de la tâche car ils constatent l'appauvrissement, les sophismes, la défiance, les intérêts identitaires, toutes ces choses négatives qui se sont installées dans les têtes et les discours. Leur enthousiasme est intact, ils plaident pour des lieux nouveaux, pour une créativité libérée, pour une jeunesse rassurée, pour la vision d'un pays plein de joie de vivre. On pourrait constater que leur optimisme est grand, mais peut-être constatons-nous autour de nous des artistes et des citoyens qui ont cette volonté de trouver la modernité, de se réjouir ensemble à des lieux de spectacle ou au cinéma. Et en particulier en ce moment, avec Terre de Parole, de jouir de la littérature sous toutes ses formes. La rubrique des spectateurs. Bonjour et bienvenue dans la rubrique du 29 avril. Le Havre a été balayé par un souffle vivifiant en cette fin du mois d'avril. Le festival Terre de Parole a mis le paquet, on en avait le tournis. Évidemment, ce souffle, c'était d'abord celui de la pièce de Tiago Rodrigues, cet auteur et metteur en scène portugais qui a mis à l'honneur la souffleuse de son théâtre dans Sopro. Un spectacle construit à partir des notes de plateau de cette femme, ange gardien du théâtre, et des extraits les plus sensibles des auteurs joués sur cette scène du temps de sa splendeur. Le souffle des mots traversait le plateau abandonné. Les comédiens, comme des fantômes, le ressuscitaient un instant. La révolte d'Antigone, la douleur de Bérénice soulevaient les grandes tentures blanches qui animaient alors la scène. On aimait ce vent qui réveillait le théâtre oublié comme une âme immortelle que rien n'atteint.
L'esprit du théâtre soufflait au Tetris. C'était ça le plus touchant, cette métaphore de l'immortalité des textes et de l'amour qu'on leur porte. Quand on aime le théâtre, on aime les mots qui palpitent depuis plus de 1000 ans. Le moins agréable dans ce spectacle, c'était le choix cornélien, peut-on dire ça, du sens et du jeu. Jouer en portugais avec des textes denses, il fallait jongler sans cesse entre la traduction affichée en haut de la scène et le jeu des acteurs. Le regard n'englobant pas l'ensemble, on a souffert de manquer l'un ou l'autre, ou d'oublier de s'abandonner à la musicalité de la langue. La technologie ne réussit pas toujours en amour. En revanche, un autre spectacle d'un auteur bien moins célèbre que Thiago Rodrigues nous a enchantés sans restriction. Un spectacle sur la technologie assumée puisque tous les échanges se faisaient par téléphone portable et on a été scotché par le sujet et par la réalisation. Le leitmotiv du personnage principal, Amor, a donné son titre à la pièce, « J'appelle mes frères », écrit par un jeune auteur suédois, Jonas Hassen-Kemiri. On l'avait découvert il y a 2 ans dans le jury littéraire de Terre de Parole, et le texte nous avait impressionnés par sa force et son ancrage puissant dans la complexité de notre quotidien sans être jamais donneur de leçons. C'était ça, sa force, suggérer en nous impliquant subtilement dans l'intrigue. On était ce jeune homme suspecté, à tort ou à raison, d'avoir commis un attentat. Le soupçon a-t-il valeur de condamnation ? Et quand les apparences vous accablent, comment faire face ? C'est quoi cette vindicte populaire ? Comment prouver sa bonne foi et comment ne pas céder à la haine à son tour ? On avait bien senti à la lecture de la pièce la portée du propos qui nous faisait aimer à mort. Peut-on dire aimer à mort d'ailleurs ? C'est un peu étrange, non ? Donc on aimait à mort alors qu'il était peut-être le coupable. Le voir sur scène a confirmé nos impressions de lecture. Ludovic Pacot-Grivel a signé une superbe mise en scène en utilisant admirablement l'espace contraignant de son théâtre des bains-douches. Tout se passe autour d'un abribus très graphique qui devient un écran traversé de lumière et de couleurs au fil du texte. Et les comédiens ont été à la hauteur de ce beau spectacle. 4 jeunes acteurs pleins de fougue qui ont mené tambour battant ce thriller haletant émaillé de parenthèses pleines d'humour qui permettaient à la salle de reprendre son souffle. Et tout ça porté à merveille par le talentueux Nadir Louatib, sans cesse en première ligne, puissant et tendre, admirable à mort. Un souffle d'amour a donc traversé notre cité portuaire en avril. Cet amour du théâtre qui nous blesse parfois, mais dont on ne se détourne jamais. Tu crois l'éviter ? Il te tient, et si je t'aime, prends garde à toi. C'est ce que chante Carmen, l'héroïne de l'opéra de Bizet, inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée. On va écouter, pour se quitter, la version langoureuse de Brigitte, qui revisite ce standard qui traverse les siècles. L'amour est enfant de bohème, un peu comme l'amour du théâtre, non ? Au revoir et rendez-vous le 13 mai. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Et si tu m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de David au cinéma Le Studio. Bonjour David, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc je m'appelle David Lheureux, je travaille au studio depuis 2002, je suis en charge de la programmation et de la projection au cinéma et donc voilà, j'ai commencé à travailler ici en 2002 avec Christian Zarifian qui a créé la salle en 1999 et qui a voulu créer un lieu pour pouvoir revoir les classiques du cinéma sur grand écran. Avez-vous fait des études de cinéma ? Non, moi j'ai plutôt fait des études d'histoire-géographie, mais j'étais vraiment passionné par le cinéma et donc voilà, à un moment j'ai préféré me tourner plus vers le cinéma que vers les études auxquelles je m'étais destiné. Vous pouvez présenter le studio ? Alors donc le studio va avoir 20 ans l'année prochaine. On a passé presque 1000 films depuis l'ouverture. Donc c'est une salle qui est spécialisée dans le patrimoine cinématographique, c'est-à-dire de présenter des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, donc depuis les années 1920 jusqu'à environ 2016-2017 sur certains films qui n'ont jamais été présentés au Havre. Et donc voilà, c'est essayer un peu de recréer l'histoire du cinéma à travers des films de différentes époques, de différentes nationalités, et voilà, de différents réalisateurs. Et voilà, on passe aussi bien du cinéma japonais que du cinéma américain ou du cinéma italien. Et c'est vrai que voilà, ça permet aussi de se rendre compte de la richesse du cinéma mondial. C'est une association, je crois. Oui, alors le studio est géré par les Films Seine-Océan, qui est donc à la fois un lieu de diffusion à travers le studio et aussi un lieu de production. Donc, puisque les Films Seine-Océan ont produit de nombreux films, dont les films de Christian Zarifian, comme Table rase ou Les Romantiques. Et donc voilà, le studio et le président est Patrick Gravé de l'association les Films Seine-Océan. Et vous êtes soutenu par une association d'amis du studio. Oui, alors les Amis du Studio, c'est une association de spectateurs qui se sont regroupés en association. Donc c'est des spectateurs sympathisants de la salle, et donc c'est des gens qui essayent de promouvoir l'action du studio auprès d'un public large. Et donc l'association et donc il y a des membres assez actifs qui essayent vraiment de promouvoir la programmation du studio auprès des adhérents. Vos prochaines actions ? Alors donc là, en ce moment, nous sommes sur le festival Jeune Public, Les Yeux Ouverts, organisé par Havre de Cinéma. Donc c'est un festival destiné au jeune public avec une programmation riche, des ciné-concerts. Là on a eu un ciné-concert sur Buster Keaton la semaine dernière. On a des ciné-goûtés à venir et aussi la présence de réalisateurs de films d'animation, là, comme Jacques-Rémy Gérard qui viendra présenter Une vie de chat. Après, donc, en mai, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Stévenin à l'occasion de la restauration de ses films. Donc Jean-François Stévenin, réalisateur et acteur qu'on a vu dans des films de Truffaut, Godard, Pascal Thomas, a réalisé aussi trois films qui viennent d'être restaurés. Donc nous allons diffuser Passe-Montagne à partir du 16 mai. Et donc la séance du 16 mai sera présentée par Jean-François Stévenin qui
qui se déplacera au Havre pour présenter son film. Nous avons aussi le mois prochain un opéra, Benvenuto Cellini, qui est mis en scène par Terry Gilliam à l'Opéra d'Amsterdam. Des collaborations aussi avec différentes associations comme le Hot Club de Jazz sur le film Django, qui est donc un film de fiction sorti l'année dernière sur Django Reinhardt, avec les Encres Noires et Cannibal Peluche sur le film Memories of Murder, qui est un film coréen qui avait remporté le prix au festival de Cognac du Polar, donc qui est un très grand film qui est sorti il y a une quinzaine d'années et qui est un des plus grands films policiers du cinéma coréen, et donc voilà, il a été restauré récemment, et donc voilà, les deux associations ont décidé de collaborer avec nous pour qu'on puisse le présenter, le faire connaître aussi à leurs adhérents. Et puis nous allons enchaîner ensuite après début juin avec le festival du Polar à la plage comme chaque année, qui est donc toujours organisé par les Encres Noires, avec un film de Bo Widerberg qui s'appelle Un flic sur le toit, donc qui sera présenté par un auteur suédois qui sera présent lors du festival du Polar à la plage, et donc ça sera première quinzaine du mois de juin. Donc vous ne vous contentez pas de passer des films, vous faites aussi de la collaboration avec plusieurs structures. Oui, on a notre programmation, mais on essaye aussi dans notre programmation de trouver des films qui peuvent intéresser différentes structures et voilà, et créer des partenariats et essayer de mutualiser un peu nos compétences pour faire venir des spectateurs. Et c'est vrai qu'on est ouvert vraiment à des collaborations. On a travaillé aussi avec le Muséum d'Histoire Naturelle l'année dernière lors de leur expo sur l'Afrique. On a passé des films africains en collaboration donc avec le muséum en parallèle à l'expo. Donc voilà, on travaille beaucoup avec l'association Havre de Cinéma aussi sur différents projets. C'est vrai que voilà, on essaye que le cinéma ça soit un lieu de vie, un lieu d'échange. Donc voilà, c'est important de s'ouvrir aussi aux autres structures. Et vos projets ? Alors là, après juin, on va commencer à réfléchir à la saison prochaine, c'est-à-dire nous les saisons sont de septembre à juillet, et pour l'instant voilà, les projets maintenant avec le numérique, les ressorties de films leur rythme des ressorties s'est considérablement accéléré, donc pour l'instant, en avril, c'est un peu tôt pour voir pour la rentrée les films qui vont ressortir. Et voilà, il y a déjà quelques pistes. Et puis on aimerait bien également l'année prochaine, puisque le studio aura 20 ans, essayer de faire un événement autour de ce 20e anniversaire. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de calé. C'est aussi suivant les opportunités de réalisateurs qui se déplacent à tel ou tel moment, et ça c'est vrai qu'on peut pas le prévoir aussi longtemps en amont que ça, quoi. Donc mais voilà, le studio va surtout continuer à proposer des films, de montrer le cinéma dans toute sa richesse et sa diversité, et puis surtout continuer à collaborer avec des gens qui ont des idées aussi de propositions, et voilà, c'est surtout voilà, poursuivre notre voie, et c'est vraiment de toujours avoir l'exigence de proposer des films qui méritent d'être vus ou revus sur grand écran. Et je peux vous demander votre adresse ? Alors le studio est situé aux 3 rues du Général Sarrail, donc c'est une rue perpendiculaire au boulevard de Strasbourg. On peut nous joindre par téléphone au 02 35 43 64 63. Nous avons également un site internet cinéma-le-studio.fr et un Facebook aussi pour se tenir informé de toutes les programmations à venir. Avez-vous autre chose à ajouter ?
j'espère surtout que voilà, le public soit toujours présent pour découvrir des films et revoir avec plaisir, surtout maintenant avec le numérique, dans des belles versions restaurées, des films qu'on peut revoir comme le jour de leur sortie. Et donc voilà, c'est un plaisir aussi d'échanger avec le public sur les impressions des films. Et voilà. Eh bien, je vais vous remercier. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Dix minutes chronique. Le 13 avril, l'association MCH a reçu François de la Rosière au Havre, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, dans l'espace dévolu aux conférences. Grand succès auprès du public qui est venu nombreux. Beaucoup venaient rencontrer celui qui avait inventé, il y a près de 20 ans, les géants devenus légendes au Havre. L'artiste qui a parlé devant nous et montré vidéos et images a depuis longtemps fait un chemin particulier avec sa compagnie La Machine. Mais il n'a pas changé d'avis à propos de ce qu'il affirmait déjà il y a plusieurs années. La ville même est un théâtre et le théâtre que l'on y fait transforme la ville. J'ai lu pour vous il y a maintenant plusieurs semaines des extraits de textes qui parlaient de ce qu'une ville provoque d'émotions dans l'esprit de ses habitants. Il est une circonstance qui montre à quel point les citadins sont sensibles à tout changement, toute initiative sur le territoire urbain. Il s'agit bien sûr de l'art et des conséquences pour les artistes eux-mêmes qui sont sollicités lors de commandes publiques. Il est rare, sinon impossible, qu'une œuvre d'art soit immédiatement appréciée par les riverains, les usagers, mais aussi par les critiques d'art et d'autres instances aux opinions définitives. Par exemple, les colonnes de Buren à Paris ont provoqué pendant 6 ans polémiques et recours en justice. D'une demande d'arrêt des travaux jusqu'à émettre l'hypothèse d'une destruction des travaux en cours. Aujourd'hui, les opposants d'hier y sont attachés. Le sculpteur américain Richard Serra travaille le métal comme matériau principal de son œuvre. Son inspiration vient de ses années d'enfance et plus particulièrement du jour où, visitant le lieu de travail de son père, un chantier naval, il découvre un géant de métal. Voici ce qu'il écrit plus tard. « Quand nous sommes arrivés, un cuirassé noir, bleu, orange se balançait pour ainsi dire sur un perchoir. Le tout était disproportionnellement horizontal et ressemblait, aux yeux d'un enfant de 4 ans, à un gratte-ciel couché. La foule se rassembla quand le cuirassé passa de son état d'énorme poids inébranlable à celui d'une structure libre qui flottait en dérive. Mon humilité et mon étonnement liés à ce moment n'ont jamais disparu. Tout le matériau brut dont j'avais besoin est contenu dans ce souvenir. » Richard Serra a donc choisi le métal comme matériau principal de son œuvre. Il le coupe, il le fond, il le tord, il travaille la rouille, l'oxydation du métal. Il en fait des œuvres monumentales. Un seul exemple, The Matter of Time, qui est un ensemble de 7 sculptures de plaques en acier de 1200 tonnes sur 131 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur, exposées au musée Guggenheim à Bilbao.
dans une salle qui lui est spécialement dédiée. Cependant, l'artiste conçoit ses œuvres essentiellement pour transformer l'espace extérieur. Revenons donc à l'art dans la ville. En 1979, une agence fédérale américaine, la General Service Administration, GSA, commande une œuvre à Richard Serra dans le cadre de Art in Architecture. Ce programme, qui existe depuis 1963, vise à mettre en valeur les espaces publics, à accroître l'intérêt des citoyens pour l'art contemporain américain et à constituer une collection nationale diffusée dans l'ensemble du pays. En 1979, c'est donc Richard Serra qui est choisi par une commission de la GSA. Tilted Arc est une monumentale structure incurvée d'une longueur de 36 mètres, haute de près de 4 mètres et de plusieurs centimètres d'épaisseur, fabriquée en acier Corten, un matériau conçu pour s'oxyder naturellement avec le temps et se recouvrir de ce que l'artiste appelle une patine d'ambre dorée, mais que ses détracteurs associeront à de la rouille. L'œuvre est érigée en juillet 1981 sur la Federal Plaza de New York. Ce quartier de Manhattan est l'un des plus denses en activité de tout le pays. La Federal Plaza est encadrée par le Tribunal de commerce international et par des immeubles de bureaux. Dans le Javits Building, qui abrite la GSA, travaillent plus de 10 000 employés gouvernementaux. L'arrivée de Tilted Arc suscite d'emblée une réaction de rejet. 2 mois après son installation, une pétition, signée par 1300 usagers de la Federal Plaza, réclame le retrait de la sculpture. L'architecte du Javits Building, Alfred Easton Poor, se plaint lui aussi auprès de la GSA de ne pas avoir été consulté et de ce que Tilted Arc obstrue la vue d'un bâtiment à l'autre et sur la fontaine et le bassin situés au milieu de la place. En outre, la sculpture bloque certaines voies d'accès piétonniers et bouleverse la logique du lieu. En 1985, la protestation gagne en ampleur. William A. Diamond, administrateur régional de la GSA à New York, prend l'initiative d'organiser des auditions publiques afin de déterminer si Tilted Arc doit être déplacé. Je ne vous détaillerai pas les auditions, les procès qui se sont déroulés pendant 10 ans. Dans la nuit du 15 mars 1989, Tilted Arc a été démantelé afin d'être stocké dans l'attente d'un nouvel emplacement. Mais depuis lors, la sculpture n'a pas été remontée et ne le sera probablement jamais. C'était l'histoire du triste sort d'une œuvre artistique qui déclencha l'hostilité des habitués d'une place de New York. Un cadeau ne se refuse pas. Pourtant, celui que Jeff Koons veut offrir à la France crée beaucoup de controverses. Ce bouquet de tulipes, qui ressemble à un énorme objet publicitaire en plastique vivement coloré, qui pèsera 35 tonnes et mesurera 12 mètres de haut, fait donc polémique. Et pourtant,
Il n'est même pas encore construit. Peut-être parce que ce cadeau sera à la charge financière de la France et que l'artiste a décidé unilatéralement où serait placée l'œuvre. À Paris, sur l'esplanade, entre le musée d'art moderne et le palais de Tokyo, dans la perspective de la tour Eiffel. La plupart des critiques d'art estiment que ce bouquet est vulgaire et kitsch. L'artiste estime qu'il apporte de la joie. À suivre. Une œuvre d'art au cœur de la ville transforme la ville, on n'en doute pas. Rendez-vous sur le site de la MCH, à la rubrique des spectateurs. À bientôt. C'est le moment de prendre nos agendas. Consultons notre site. Je relève le 2 mai à 20h30 une séance de cinéma animée par le ciné-club de Westrack Radio au cinéma Le Studio. Il s'agit du film de Robert Altman qui date de 1973 intitulé Le Privé. Le titre américain est The Long Goodbye. Ce titre a donné lieu à la création d'une complainte de jazz célèbre de John Williams. Dans ce film, Robert Altman adapte un roman de Raymond Chandler avec son détective fétiche Philip Marlowe, qui est joué ici par Elliot Gould. Elliot Gould, on le connaît par le film MASH. Télérama a, à sa sortie et à sa reprise surtout, parlé de ce film parce que en fait, il est plein de qualités. On a l'opposition en particulier entre un privé qui est plus déconneur que bagarreur, qui est atypique, qui est un célibataire assez cool, et le caractère de violence, une violence tapie, sous-jacente, dans un Los Angeles brumeux, blanc, une violence imprévisible à laquelle se trouve confronté le héros. Donc rendez-vous le 2 mai à 20h30 au cinéma Le Studio. Le prix est de 6,50 €. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon dimanche, à dimanche prochain. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.